Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Je suis avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très Comment bien. t'as passé le week-end? Un week-end un peu agité parce que. Comment ça? J'ai un nouveau-né? Non, j'ai mon dernier né qui avait quelques petits soucis de santé, mais tout est rentré. Ton dernier né, il a quel âge? 5 ans. Ah, ça fait 5 ans que tu n'as pas fait de bébé? Je n'ai même pas l'intention de faire. Ça, c'est clair. C'est terminé. Comment ça s'est terminé? C'est fini. Là. J'approche de la cinquantaine. J'ai d'autres objectifs dans ma vie. Des gens qui font des. Moi, je vois des gens le matin, des gars au-delà de la cinquantaine non, mais... qui déposent les non, moi, je ne. Les moinas, comme on dit. Je ne dis pas à ceux qui ont plus de 50 ans de ne pas faire d'enfants. Chacun est libre d'assumer ses choix. Mais en ce qui me concerne, non, moi, je veux faire autre chose. D'accord. Donc, quand tu fais autre chose, tu ne peux pas faire d'enfant? Non. Surtout ce à quoi je veux aspirer ne me permet pas. C'est incompatible avec le fait de faire des enfants. Mais si madame veut faire l'enfant? Non, là, c'est autre chose. C'est des choses que je ne veux pas faire avorter mon épouse. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, faut pas trop mais vite parler comme ça. je fais tout pour que. Mais moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'au-delà de 50 ans, on doit pas faire d'enfant. On ne doit plus. Je pense qu'on doit préparer sa vieillesse. D'accord. On doit accompagner ceux qui sont déjà là, les enfants qui sont déjà là. Mais moi, j'ai fait les calculs. Qui deviennent des adultes. J'ai fait les calculs. Quand je suis né, mon père, il avait 43 ans. C'est tard quand même. À peu près le même âge que mon père aussi, quand il m'a fait. Moi aussi, j'avais fait ce calcul-là. Mais c'est normal. C'est parce que nos parents sont la première génération d'actifs modernes du pays. Donc, eux, ils sont allés à l'école. Voilà, on peut dire que c'est la première génération ou la deuxième de ceux qui sont allés à l'école moderne. Et donc, après ça, les études ont fait que déjà, ils s'éloignent des parents, ils s'éloignent. Ensuite, quand ils sont allés, comme ton père, comme le mien, à un moment, ils sont allés faire des études à l'étranger. Et donc, tout ça aussi a fait qu'ils n'avaient pas véritablement, je dirais pas envie, mais disons que là où ils étaient à l'étranger, ils ne voulaient pas se lier à une étrangère pour fonder une famille. Et donc, ils ont attendu de terminer leurs études et de rentrer pour décider par la suite, après avoir trouvé un emploi, bon, à l'époque c'était... Trouver l'emploi, construire la maison. Voilà, avant de commencer à dire je construis ma famille. Et donc ça prend du temps. Et sans oublier qu'à l'époque, nos parents ne s'occupaient pas que de leurs enfants biologiques, ils s'occupaient des neveux, des cousins, parfois des oncles, etc. Donc c'est toute cette pression-là, à mon avis, qui explique le fait qu'on a commencé à voir nos parents faire des enfants assez tardivement. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va aux États-Unis. On est à 2 semaines d'élection. De l'élection présidentielle. Voilà. Mais cette fois-ci, on ne va pas parler des principaux protagonistes que sont Kamala Harris et Donald Trump. On va parler de 2 autres personnalités qui pourraient avoir un impact sur le résultat de l'élection. Parce que souvent, contrairement à ce que l'on croit, on pense souvent que l'élection se joue uniquement autour des candidats. Non, il y a aussi des gens qui gravitent autour et nous allons voir particulièrement 2 personnalités. Il y a une personnalité, on va prendre de chaque côté. Je vais parler de Jill Stein et de Elon Musk. Alors, Jill Stein, c'est... Bon, d'abord, il faut comprendre. Aux États-Unis, quand on est à l'extérieur, on a tendance à croire que quand on dit l'élection présidentielle, il n'y a que 2 candidats, c'est-à-dire le candidat du Parti démocrate et le candidat du Parti républicain. C'est faux. Il y a ce qu'on appelle des candidats tiers. C'est-à-dire que vous avez même des candidats à l'élection présidentielle qui ne se présentent que dans certains États. Ils ne se présentent pas dans tous les États. Hein, l'objectif pour eux, ce n'est pas de remporter l'élection parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas. Mais l'essentiel pour eux, c'est de se donner en visibilité, de faire passer un message. Et c'est ce qui explique que des fois, c'est ce qui explique qu'en grande majorité, les médias ne s'intéressent pas à ces candidats tiers. Sauf lorsque on est dans une situation particulière, comme c'est le cas maintenant. Pourquoi on parle de Jill Stein? C'est la candidate d'un parti qu'on appelle le Parti écologiste, le Parti vert. Ce parti a la particularité d'être un parti dit de gauche, donc du même côté que les partis démocrates. Mais cette année, évidemment, Jill Stein monte un peu plus
en force dans les médias. Pourquoi? En raison du vote des Américains, des Arabo-Américains ou des Arabes américains ou des Arabo-musulmans, comme on les appelle seulement. Alors, il faut savoir que Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude, notamment dans les swing states, que ce soit principalement, il y a 3 États dans lesquels véritablement tout va se jouer quasiment sur un mouchoir de poche. On a le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Dans ces grands États. Ce sont des grands États aussi. Dans ces 3 États-là, il faut savoir que l'électorat musulman, arabo-musulman, représente entre 5 et 6% de l'électorat, mais ce n'est pas rien. Ça fait quand même quelques millions de voix. Et donc, depuis des mois, en raison surtout de l'intensification du conflit au Moyen-Orient, notamment dans la bande de Gaza, puis maintenant au Liban, et en raison du soutien ferme et affiché par l'administration Biden envers l'administration Netanyahou, donc le soutien des États-Unis envers Israël, soutien militaire, envoi d'armes, envoi d'un appui technique avec le déploiement de porte-avions dans la mer Rouge, le fait qu'on a des systèmes de protection, des systèmes antimissiles, des systèmes patriotes qui sont diffusés un peu partout dans Israël, ce qui constitue ce qu'on appelle le dôme de tonnerre, pour bloquer tous les missiles qui pourraient venir ou d'Iran, ou de la bande de Gaza, ou du Liban. Donc ce soutien-là, à la fois financier, militaire, de l'administration Biden, qui n'a jamais faibli depuis le 7 octobre, fait que les Américains, donc les électeurs arabo-musulmans considèrent que, évidemment, ce que Joe Biden fait n'est pas juste, dans la mesure où ils estiment que ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est un génocide, et qu'ils considèrent que apporter leur soutien à Netanyahou, c'est apporter un soutien à un gouvernement qui est quasiment un gouvernement qui viole les droits de l'homme, qui ne respecte pas le droit international, qui commet ce qui, à leurs yeux, représente un génocide. Donc, pour toutes ces raisons-là, ils ont décidé, ils avaient le choix. Ou ils votaient pour Donald Trump, ceux qui n'accepteraient pas, puisque Donald Trump, il est encore plus en soutien de Netanyahou que ne pourrait l'être Joe Biden. Et donc, les arabo-musulmans, ces électeurs-là, de plus en plus, ont déjà fait passer la consigne que si Kamala Harris ne faiblissait pas ou ne leur proposait pas une autre position que celle de se lier s'aligner sur la position de Joe Biden, ils pourraient faire basculer leur vote en faveur de Jill Stein. Alors, elle a la particularité d'être le parti écologiste et de dire fermement qu'elle est contre la guerre à Gaza, elle est contre la guerre, évidemment, au sud du Liban. Et donc, tout ça fait que ce report de voix vers Jill Stein va constituer un vivier qui pourrait manquer à Kamala Harris. Et il ne faut pas oublier qu'en 2016, par exemple, Hillary Clinton avait perdu l'élection face à Donald Trump parce que justement, dans ces 3 États clés-là, le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, Donald Trump l'avait emporté. Et donc, on le sait depuis que l'élection présidentielle américaine existe, il y a des marqueurs de victoire, par exemple la Pennsylvanie. Jusqu'à présent, tous les candidats qui ont remporté, les 19 grands électeurs de Pennsylvanie, ont remporté l'élection présidentielle. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pu le voir samedi dernier, une véritable concentration des efforts du côté du camp démocrate et du camp républicain en Pennsylvanie, puisque Barack Obama et Donald Trump étaient en campagne là-bas, alors que Kamala Harris avait décidé de prendre une pause de 24 heures pour célébrer son anniversaire, ses 60 ans. Et donc, on voit bien que cette personne, Jill Stein, dont on sait qu'elle ne pourrait pas l'emporter, elle n'a aucune chance. Mais ce qui va être intéressant à regarder, et ce que les médias vont être obligés de regarder, c'est le nombre de voix qu'elle pourrait capter, et notamment le nombre de voix de cet électorat-là, et combien est-ce que ça pourrait faire perdre à Kamala Harris, et si ce risque de basculement de l'électorat arabo-musulman en faveur de Jill Stein pourrait entraîner la défaite de Kamala Harris. Ça, c'est la première personnalité dont je veux parler. La deuxième, c'est évidemment d'Elon Musk. Alors, il faut savoir qui est Elon Musk, qui n'est plus à présenter. C'est le patron de Tesla, de SpaceX, de la plateforme X et de Starlink. Il faut savoir que Elon Musk, c'est la première fortune de la planète. Sa fortune aussi entre 247 et 250 milliards de dollars. Il est le seul homme au monde à être le patron de 4 entreprises qui ont une capitalisation qui dépasse le milliard de dollars. Donc, c'est dire quelque chose, c'est dire quelqu'un qui est
qui pèsent énormément sur l'économie mondiale et qui pèsent énormément aussi sur la géopolitique mondiale. Alors pourquoi est-ce que je parle de lui ce matin? Eh bien, c'est la première fois que l'on voit un homme, en l'occurrence un milliardaire, autant impliqué dans une élection présidentielle. Avant, le rôle des richissimes hommes d'affaires américains se cantonnait à faire des simples donations. C'est-à-dire que les candidats ou leurs représentants de leur parti, ils organisent des soirées de galas dans lesquelles on invite ces personnalités-là et puis ils essaient de vendre le programme à ces milliardaires-là en contrepartie d'un soutien financier. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les élections présidentielles coûtent extrêmement cher. Et donc, au départ, on avait cantonné, si tu veux, le rôle des hommes d'affaires à être de simples donateurs. Bien entendu, en contrepartie, via ce qu'on appelle des lobbies, eh ben, ils s'assuraient qu'un certain nombre de lois qui leur soient favorables soient votées au niveau du Parlement, donc la Chambre des représentants et le Sénat américain. Mais on ne voyait jamais des hommes d'affaires s'impliquer personnellement, organiser des meetings, aller soutenir les candidats sur les plateaux de télévision. Tout au plus, on pouvait lire des communiqués dans lesquels ils disaient, par exemple, soutenir tel ou tel candidat. On l'a vu, par exemple, avec certains hommes d'affaires. On le voit aussi beaucoup avec les artistes. Cette année, on l'a vu par exemple avec George Clooney qui a toujours soutenu le Parti démocrate, Bruce Springsteen qui a toujours soutenu le Parti républicain. Donc, on voit que dans l'univers américain, eh ben, les célébrités ou les personnes, les hommes d'affaires étaient d'abord cantonnés à un rôle de pur soutien, je dirais, médiatique et financier. Or là, la différence avec Elon Musk, c'est que Elon Musk a semblé s'est tellement immergé dans cette campagne que l'on a même l'impression qu'il a lié son destin, je ne dirais pas destin économique, mais disons son destin en tant que personnalité qui a évidemment une influence politique à celle de Donald Trump, au point où lui-même, il va jusqu'à organiser ses propres meetings de campagne dans lesquels il appelle publiquement à voter pour Donald Trump. On se souvient de la grande interview qu'il avait accordée à Donald Trump en direct sur son réseau social X, ex-Twitter. Et donc, à partir de là, il va aussi ne cesser de soutenir l'action de Donald Trump en expliquant que, évidemment, pour les hommes d'affaires, pour l'économie américaine, eh ben, Donald Trump est le candidat qu'il faut. Et il va même encore plus loin, puisque depuis à peu près depuis un mois, il a décidé d'organiser une grande loterie, c'est-à-dire qu'il a fait une espèce de stratagème, parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans les années 60, on avait des entreprises qui payaient les électeurs pour dire si tu votes pour tel candidat, je te donne de l'argent. Ça, évidemment, ça avait été interdit par la suite par la Cour suprême. Et donc, lui, il a eu une espèce de vide juridique, c'est-à-dire qu'il a fait signer une pétition, il appelle les Américains à signer une pétition qui soit en faveur de la liberté d'expression, du port des armes, est-ce que tu vois? Donc, de la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, toutes ces questions-là, qui, à son sens, sont menacés par l'administration Biden et seront menacés aussi par l'administration Harris si Kamala Harris arrive au pouvoir. Et donc, en échange, il promet $1 million à chaque personne qui signe cette pétition, à condition que celle-ci est bien entendu inscrite sur les listes électorales. Donc tu vois qu'on est un peu à la limite. Ah, c'est de la manipulation. Oui, on est à la limite même de l'achat de vote. C'est pour te dire que avant on pensait que c'était un canular, mais non. La semaine dernière, il a remis un premier chèque d'$1 million à une personne qui était présente à un meeting qu'il organisait. Et donc ça crée une espèce d'effet boule de neige où on a vu se multiplier par dizaines de milliers des inscriptions sur sa pétition. Ce qui fait dire au camp démocrate qu'il s'agit là d'une manœuvre visant évidemment à intimider les électeurs pour les inciter à éventuellement voter contre Kamala Harris et voter pour Donald Trump. Bien entendu, je crois que l'affaire, je crois que les avocats du Parti démocrate sont en train d'examiner ce procédé pour savoir s'il ne serait pas en violation avec les différentes lois électorales américaines. Donc c'est pour vous dire que Elon Musk est tellement impliqué qu'il se susurre déjà un certain nombre de choses, comme quoi il se pourrait qu'en cas de victoire de Donald Trump, celui-ci lui donne à gérer peut-être pas un ministère parce qu'il a tellement de boulot, mais qu'il lui confie un projet qui soit d'un point de vue économique important, un gros projet. Et donc qu'il en fasse une
une personnalité clé, si tu veux, dans son... L'administration. Non seulement dans son administration, mais dans la mise en œuvre de son projet, notamment sur le volet économique. D'accord. Voilà, ce serait une espèce de secrétaire d'État au Trésor bis. Mais lui, il ne serait pas là pour traiter les questions économiques et monétaires, mais lui serait beaucoup plus là pour traiter des questions industrielles, de la concurrence, notamment vis-à-vis de la Chine, etc. Donc, ces choses-là, donc cette espèce de gros projet industriel, ce qui pourrait lui être confié, et cela ne ferait que renforcer, évidemment, son emprise, aussi bien sur l'économie américaine que sur, évidemment, l'influence qu'il aurait sur Donald Trump. Il faut savoir que Elon Musk est de loin, pour cette campagne, le plus gros donateur de Donald Trump. Il a déjà versé plus de 75 millions de dollars pour la campagne de Donald Trump, et on sait que d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de la campagne, dans 2 semaines, c'est sûr qu'il va encore en rajouter, et donc il est le plus important donateur. Mais ça, évidemment, ça pourrait, maintenant on le saura peut-être un peu plus en détail après l'élection. Est-ce que ce soutien important d'Elon Musk pour Donald Trump, comment est-ce que cela aurait pu se traduire en termes de vote, et si ça a eu un impact véritablement en faveur du milliardaire originaire de l'État de New York. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité. Mais les derniers sondages disent quoi? Les derniers sondages disent que les deux sont au coude à coude. Mais Donald Trump reste devant, mais avec une très très faible avance. Les avances, quand on essaie de faire des projections, surtout dans certains États comme par exemple le Michigan, qui est, pas le Michigan, la Pennsylvanie, où vraiment où il y a une grosse concentration d'efforts, parce qu'il y a quand même 19 grands électeurs là, on estime que l'écart de voix ne serait que de quelques milliers. Donc c'est encore très très fin, et surtout qu'on estime qu'à peu près un tiers des électeurs jusqu'à présent, pour ceux qui concernent la Pennsylvanie, n'ont pas encore clairement fait leur choix. D'autant plus que Kamala Harris, comme Donald Trump, ont du mal à convaincre certaines minorités. On voit par exemple Kamala Harris qui a du mal à convaincre chez les hommes afro-américains. Ça, c'est quand même assez étonnant, puisque habituellement, on estime que le vote afro-américain est un vote acquis au Parti démocrate. Non, ce n'est plus véritablement le cas. On le voit aussi chez les latinos. Kamala Harris a du mal à convaincre. Par contre, Donald Trump, lui, il a du mal à convaincre auprès des travailleurs ouvriers, dans le monde ouvrier, même si en 2016, lorsqu'il avait remporté l'élection, il avait remporté véritablement grâce au soutien ouvrier, notamment dans des États comme le Wisconsin, qui est un État industriel, où les ouvriers avaient tourné le dos à Hillary Clinton et étaient venus voter massivement pour Donald Trump. En 2020, ils avaient voté pour Joe Biden. Donc, on voit que véritablement, il y a là encore des niches. Il y a la première fois que Donald Trump gagne les élections, il a comme adversaire une femme. Oui, il a comme adversaire une femme. Là, il revient encore avec une femme. Donc, c'est un peu c'est ce qu'il dit un peu de manière indirecte, en disant qu'il a déjà battu une femme, et donc il peut le refaire. Et surtout que Kamala Harris, avant, elle avait une espèce de campagne un peu lisse. C'est-à-dire qu'elle ne voulait heurter personne. Elle essayait de faire en même temps. Elle voulait essayer de satisfaire un maximum de personnes. Or, ce n'est absolument pas la position de Donald Trump, qui est un personnage très clivant, qui n'hésite pas à attaquer frontalement son adversaire et jusqu'à dire des obscénités. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, Kamala Harris se rend bien compte qu'il faut essayer de rendre coup par coup si elle veut essayer de garder quand même une certaine crédibilité, surtout auprès de l'électorat masculin. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.